Bonjour, eh bien nous allons nous intéresser aujourd'hui à la couche 3 et plus particulièrement au protocole IP. Et dans le protocole IP, dans cette première partie, nous allons faire le focus sur l'adressage. Alors au sommaire, donc le protocole IP, son rôle, ses caractéristiques, l'entête IP, puis les adresses. Alors on verra les adresses IP en classe et ensuite l'adressage CIDR, c'est-à-dire sans classe. Alors tout d'abord, le rôle et les caractéristiques du protocole IP. Un petit peu d'historique. Alors en 1969, le projet ARPANET par le DARPA, c'est-à-dire le ministère américain de la Défense, a prévu la mise au point d'un réseau fiable à commutation de paquets. En 1975, il est passé au stade opérationnel et en 1983, TCP/IP est adopté comme standard militaire et intégré au système Unix. Et en 1990, ça a été le début de l'Internet, dans laquelle le protocole IP a été ensuite généralisé. Voilà. Alors, quelques caractéristiques de base. Tout d'abord, le protocole IP, donc comme un bon protocole de couche 3, est encapsulé dans le protocole de couche 2, c'est-à-dire dans le protocole Ethernet, généralement. Le but, c'est d'interconnecter des systèmes à travers une structure multiréseau. Quand on dit système, en général, c'est des PC, des stations de travail, etc. Donc, dans cette architecture multiréseau, il y a un composant qui est très important, c'est le routeur. Le routeur va être le nœud de ce réseau, c'est-à-dire va permettre de relier les réseaux entre eux. Naturellement, IP est implanté dans tous les systèmes terminaux ainsi que dans les routeurs. Alors, quelques généralités. Tout d'abord, la spécification complète du rôle du protocole IP est décrite dans les Requests for Comment, c'est-à-dire dans le RFC 791 en particulier. C'est un protocole qui fonctionne en mode non connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin prédéfini sur Internet et qu'on doit envoyer les paquets IP dans n'importe quel ordre, à tout moment, quand ça nous plaît, sur l'Internet. L'unité de données transportée s'appelle le datagramme. Donc, le protocole IP, il fait une chose importante, on le verra, il gère l'adaptation de la taille des paquets, et notamment leur fragmentation, puis leur réassemblage. Alors, on dit souvent que c'est un protocole peu fiable parce qu'il a un simple checksum pour vérifier les erreurs, mais de toute façon, on sait très bien qu'au niveau de la couche 2, vous avez un protocole d'erreur beaucoup plus sophistiqué qui, lui, va permettre de voir s'il y a eu des erreurs sur le paquet IP. Alors, on verra quelques sous-protocoles d'IP appelés ICMP et ARP. Alors, ICMP, c'est un protocole de service de la couche IP, c'est-à-dire qu'il n'est pas encapsulé dans des protocoles de niveau supérieur, il s'arrête à la couche 3 et il fournit simplement des diagnostics sur le fonctionnement d'IP. ARP, lui, Address Resolution Protocol, est en relation avec la couche inférieure, c'est-à-dire la couche Ethernet. En fait, c'est lui qui permet de lier une adresse IP à une adresse physique, une adresse MAC, tout simplement. Alors, si maintenant on regarde au niveau du rôle OSI, qu'est-ce qu'apporte la couche 3 à la couche transport, c'est-à-dire la couche qui est au-dessus? Première chose, la couche 3 permet de trouver un chemin, au sens de la théorie des graphes, dans une architecture multi-réseau entre une entité source et une entité de destination. Et pour ça, elle met en place ce qu'on appelle du routage, c'est-à-dire qu'on doit être capable de trouver un chemin. Et on sait que pour ça, il existe des algorithmes en théorie des graphes qui permettent de trouver des chemins de coût minimum dans des structures graphiques, etc. Donc, deuxième point, la couche 3 permet aussi d'adapter la taille de chaque paquet à la Maximum Transmission Unit, c'est-à-dire à la taille maximum supportée dans chacun des réseaux traversés. Et enfin, dernier point important, tout ça, c'est lié à un mécanisme d'adressage. Sans ce mécanisme d'adressage, on ne pourrait pas identifier les stations, sources et destinations, bien sûr. Alors maintenant, on peut voir sur quelle fonctionnalité de la couche 2 s'appuie cette fameuse couche 3. Eh bien, tout d'abord, ici, on s'appuie sur des entités directement connectées.
C'est-à-dire que le protocole IP ne fonctionnera que si vous avez déjà des machines qui sont liées physiquement entre elles. Quand je dis physiquement, ça peut être soit par câble, soit par Wi-Fi ou autre. Et à travers ce tissu de stations connectées, eh bien, on va pouvoir déterminer un trajet entre deux stations qui ne sont pas directement connectées. Et enfin, deuxième chose, elle s'appuie sur une fonctionnalité de la couche 2, on l'a vu tout à l'heure, qui est la fiabilité des connexions de niveau 2. Il y a un calcul d'erreur qui est fait de manière importante au niveau de la couche 2, et la couche 3, naturellement, va s'appuyer dessus. Voilà. Donc là, on a fait le tour du propriétaire. Maintenant, il reste à voir un petit peu de quoi est composée l'entête IP. Alors ici, un schéma un peu général. Si on prend une trame, telle qu'on la trouve sur un câble, donc on voit qu'on a tout d'abord ce qui concerne la couche physique, donc le préambule qu'on a déjà vu au niveau de la couche 2. Ensuite, en orange, vous avez tout ce qui concerne l'entête Ethernet. Alors le FCS peut être vu comme couche physique. Enfin bon, disons qu'il est entre les deux, il appartient au standard Ethernet, ça c'est une chose sûre. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le reste, c'est-à-dire, vous voyez qu'en vert, il y a déjà l'entête IP, dont la taille est de 20 octets par défaut. Ensuite, l'entête TCP ou UDP, dont la taille est également de 20 octets, qu'on verra une prochaine fois. Puis derrière, il y a les données en provenance de la couche supérieure. Donc, l'ensemble du paquet IP, c'est-à-dire entête IP plus les données, ça fait ce qu'on appelle un bloc, qu'on appelle Maximum Transmission Unit. C'est ça l'unité de données. Et cette unité, ce bloc de base, il fait 1500 octets par défaut sur les réseaux Ethernet. Alors IPv4, lui, a une MTU qui doit être supérieure ou égale à 576 octets, alors que dans IPv6, la MTU doit être supérieure ou égale à 1280 octets. Donc ça, c'est pour des valeurs minimum. Voilà donc pour la position de l'entête IP. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, l'entête IP est divisée en champs. En champs, c'est-à-dire c'est des blocs de n bits, ou n entier bien sûr. Chaque champ va donc gérer une fonctionnalité au sens OSI. Donc elle s'occupe de donner de l'information sur quelque chose ou de mettre en œuvre un certain processus. Alors certains champs sont optionnels, donc on passera rapidement dessus. Toutes les fonctionnalités d'IP sont rassemblées bien sûr dans l'entête, et la taille, je répète, sans option, c'est-à-dire l'entête de base, c'est 20 octets pour l'entête IP. Alors voilà le schéma important qui décrit l'entête IP. Donc on va le décrire, la description est donnée de manière textuelle dans la suite. Tout d'abord, il est organisé en mots de 32 bits. Alors, en mots de 32 bits, pourquoi? Parce qu'au début, si vous voulez, les registres des machines Unix fonctionnaient en mots de 32 bits. Donc, ça, c'est simplement un détail. Ça permet d'avoir une vue un petit peu plus globale de l'entête. Alors, commençons par le premier champ. Le premier champ est sur 4 bits. Il s'agit de la version de l'entête. Donc, tout simplement, ça doit nous dire si c'est la version 4, IPv4, ou la version 6, IPv6. Voilà, donc c'est marqué 4 si c'est la version 4. Ensuite, IHL sur 4 bits, Internet Header Length, vous avez donc sa description au verso, c'est la longueur de l'entête IP en mots de 32 bits. Donc ici, les mots de 32 bits, on les a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc par défaut, c'est 5, tout simplement. Donc si j'ai, par exemple, capturé un paquet IP, avec ici 4 et ici 5, eh bien c'est un paquet IPv4 standard, tout simplement. Le type de service qui avait été défini au départ avec un certain nombre de fonctionnalités n'est plus utilisé, donc en général, dedans, on trouve 0. Voilà. Alors, la chose importante au niveau de la première ligne de 32 bits, c'est cette information qui est la longueur totale. Donc ça, c'est la longueur totale du datagramme, entête plus données, exprimée en octets. Donc c'est la taille qui comprend l'entête plus toutes les données qu'il y a derrière. Voilà. Donc ça, c'est pour la première ligne. Donc on voit que la première ligne, en gros, ce qu'elle nous apprend au niveau dynamique sur un paquet IP, c'est tout simplement sa taille. Ensuite, deuxième ligne, ça, c'est une ligne importante qui va me permettre d'adapter
la taille des paquets IP au réseau que je vais traverser. Alors pour ça, on s'appuie sur 3 champs. Vous avez un premier champ qui est l'identificateur. Donc si vous avez un gros paquet et que ce gros paquet doit être découpé en fragments, eh bien ce gros paquet, il doit avoir une identité commune pour tous les fragments. Ah oui, parce qu'après, je vais avoir d'autres paquets, et si je découpe aussi ces paquets en fragments, il y a à un moment donné, le fragment 3, je ne sais pas s'il appartient au premier paquet ou au deuxième. Donc il faut que je puisse les relier. Donc l'identificateur va être commun pour tous les fragments du même paquet que je dois découper. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, vous avez les flags. Alors les flags, c'est 3 bits, donc il n'y en a pas beaucoup. Les flags vous permettent de savoir tout simplement si c'est un des paquets que j'envoie ou si c'est le dernier paquet. Pourquoi le dernier paquet? Parce que tout simplement, une fois que j'envoie des fragments, je ne sais pas quand ça s'arrête. Donc imaginez-vous que je suis en train de les recevoir, quand est-ce que je dois arrêter de mémoriser les paquets pour reconstituer le paquet global? Eh bien, il faut que je sache quel est le dernier fragment reçu. Donc les fragments reçus, ils auront un flag qui est à 1, et le dernier flag, il aura une valeur de 0. C'est comme ça que je peux les distinguer. Il y a une valeur aussi intéressante, c'est lorsque flag vaut 2, ça veut dire que le paquet n'est pas fragmenté, tout simplement. Donc il n'y a pas de fragment. Alors maintenant, nous en arrivons à cette fameuse position fragment en français, offset en anglais. Donc ça, c'est un petit peu plus délicat, donc on va expliquer. Alors, le fragment offset est sur 13 bits. Il définit la position relative du fragment par rapport aux données du paquet. Donc pour le premier, on aura 0, bien sûr. Et comment est-ce qu'on va calculer l'offset NS pour le deuxième paquet? Eh bien tout simplement, il faut savoir que cet offset est exprimé en blocs de 8 octets, tel que ce paquet, si vous voulez, plus l'entête soit inférieur à la MTU. Okay, donc en général 1500. Donc ici, on doit avoir 8 fois NS, puisque c'est un multiple de 8, plus l'entête 20, et ça doit être inférieur à la MTU du réseau que je traverse. Donc si MTU c'est 1500, ici on verra que c'est facile et qu'il n'y aura pas de fragmentation pour un paquet donné. Si par contre c'est inférieur, il y aura une fragmentation. Donc je vous propose de regarder ça sur un exemple. Donc ici, on a un message initial qui a un paquet de 1440 octets qui arrive sur un réseau dont le MTU est de 576 octets. Ah, donc là, il va falloir fragmenter, bien évidemment, parce que les 1440, ça ne rentre pas dans les 576. Donc, la longueur totale d'un fragment, en fait, on va voir que c'est tout simplement 572 octets. Pourquoi? Parce que si on utilise la formule que je viens de donner, on voit que 69 fois 8, qui est le nombre que j'ai mis là, ns fois 8, plus 20, égale 572, et que 572, c'est la plus petite valeur inférieure à 576, tout simplement. Si je prends 70 au lieu de 69, vous verrez qu'on dépasse la MTU, donc c'est pas bon. Donc la dernière valeur, c'est 69. Et ensuite, toutes les valeurs que je vais mettre sur les fragments suivants, ce sera n fois 69. Donc pour le premier, c'est 2 fois, pour le fragment 3, c'est 2 fois 69. Pour le fragment 4, ce serait 3 fois, etc. Autant qu'il y en a. Jusqu'à avoir la concurrence des 1440 octets. Alors naturellement, en général, le dernier fragment n'est pas plein. Il contient le restant, tout simplement. Voilà. Voilà comment marche la fragmentation gérée à partir de l'entête IP. Donc vous voyez que c'est un mécanisme relativement simple. Nous passons maintenant à la troisième ligne. La troisième ligne donc contient la durée de vie. Donc la durée de vie, elle s'appelle TTL, Time to Live. Autrefois, au début, elle était exprimée en secondes, et puis rapidement, on a vu qu'il fallait l'exprimer dans une autre unité. Eh bien, cette unité, c'est tout simplement ce qu'on appelle des hops en anglais, c'est-à-dire des sauts. C'est tout simplement le nombre de réseaux, de sous-réseaux que je vais traverser pour atteindre ma destination. Voilà. Donc au début, on met une valeur assez élevée, mettons 128, puisque vous voyez qu'il est exprimé sur 8 bits, je ne peux pas aller plus loin que 255. Donc on va mettre typiquement 128.
Et l'expérience montre, on peut utiliser un logiciel qui s'appelle Traceroute, TraceRT, Windows, qui permet de suivre le nombre de réseaux traversés lorsque j'envoie un paquet à l'autre bout de la Terre. Et vous verrez qu'en général, on ne dépasse pas une vingtaine de routeurs traversés. Voilà. Donc, ce qui explique que 128, en général, c'est largement suffisant. Donc, je mets une durée de 128. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que mon paquet traverse un routeur, on décrémente le champ TTL. Donc, on fait TTL égale TTL-1. Et puis, comme ça, on se promène de réseau en réseau jusqu'à arriver à destination. Si, par hasard, on n'avait pas atteint la destination alors que la durée de vie tombe à zéro, et bien dans ce cas-là, il y a une erreur qui est retournée à la machine via un paquet ICMP. Okay. Donc ça permet, si vous voulez, d'être sûr que les paquets arriveront à destination, sinon une erreur est générée. Voilà pour la durée de vie. Alors maintenant, vous avez le champ protocole sur 8 bits. Eh bien, lui, il contient une indication sur le protocole de niveau supérieur auquel sont destinées les données. Donc ça, c'est expliqué dans le RFC 1700. Donc ici, typiquement, eh bien, on va dire le protocole de niveau supérieur, c'est TCP, par exemple. Donc là, on aura un numéro qui va correspondre à TCP, c'est 11, je crois. Enfin bref, peu importe. Voilà. Et enfin, dernier champ sur 16 bits du numéro 3, de la ligne 3, c'est ce qu'on appelle le checksum. Donc là, c'est une simple complémentation des bits calculée sur l'entête pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans l'entête. Donc vous voyez que finalement, on a déjà une détection d'erreur au niveau 2, ensuite on aura une deuxième détection d'erreur au niveau 3, donc tout ça, ça permet de garantir qu'on aura une transmission fiable des informations. Et enfin, les deux dernières lignes de l'entête, eh bien, ça va être tout simplement l'adresse IP source et l'adresse IP destination, toutes les deux exprimées sur 32 bits, si je suis en IPv4, bien sûr. Les options et le bourrage, donc ça, c'est des champs optionnels qu'on n'étudiera pas. Et ensuite, vous avez toutes les données qui sont placées à la suite de l'entête. Voilà donc pour l'entête IP, tout ça résumé ici. Maintenant, donc, nous allons passer aux fameuses adresses IP qui consistent donc en ces deux derniers mots de 32 bits. Adresse source, adresse destination. Alors, les adresses IP sont exprimées dans un format IPv4, bien sûr, dans un format à 4 octets. On utilise la notation décimale pointée, c'est-à-dire qu'on aura un premier nombre sur 8 bits, point un second nombre sur 8 bits, point un troisième nombre sur 8 bits, etc. Donc chacun de ces nombres étant exprimé sur 8 bits, puisqu'il s'agit de 4 octets, aucun de ces nombres ne pourra jamais dépasser 255. Donc chacun de ces nombres varie entre 0 et 255. Alors vous avez différents types d'adressage. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle l'adressage statique, c'est-à-dire qu'une machine va avoir une adresse IP fixe déterminée. Et cette machine est repérée dans l'Internet. Elle ne change jamais de valeur, sauf si bien sûr la machine vient physiquement à disparaître. Donc ça, c'est ce qu'on met sur des serveurs, des routeurs, des machines de calcul. Justement, je vous donne ici l'adresse de ma lame de calcul. Son adresse IP est 193.48.124.150. Donc, où que vous soyez, vous pouvez pinguer cette machine. Elle est en permanence en fonctionnement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'adressage dynamique. Alors, l'adressage dynamique, ça c'est un truc intéressant parce que quand on est dans un réseau, eh bien, au lieu de configurer les adresses des machines une par une, ce qui peut être assez pénible, surtout si on a 500 machines, vous voyez un administrateur réseau mettre 500 adresses sur les machines, on a un petit service qui s'appelle le service DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dont le rôle est tout simplement de distribuer des adresses IP à une machine donnée dans un réseau. Alors dans un réseau, et si vous voulez, c'est comme un jeu de cartes, on a un certain nombre d'adresses disponibles, c'est des cartes, et puis à chaque fois qu'une station vient à se connecter, eh bien on lui alloue une adresse. Et le gros avantage, c'est comme c'est centralisé, eh bien on ne va pas allouer deux adresses identiques à deux machines différentes. Voilà. Donc ça permet de garantir l'unicité des adresses sur un réseau donné, bien sûr. Eh bien ça, c'est ce que vous avez par exemple en salle de TP. Si vous regardez l'adresse IP de votre machine, eh bien vous verrez que c'est une adresse dynamique allouée par un serveur DHCP, le serveur DHCP de l'IUT. Voilà.
Alors maintenant, il y a deux parties dans toute adresse IP. Une partie qu'on appelle la partie réseau, qui est à gauche, et une partie machine, host en anglais, qui est la partie de droite. Donc la partie réseau, elle sert à identifier le réseau dans lequel se trouve une machine, et la partie machine, à l'intérieur de ce réseau, elle doit être unique. Donc elle doit identifier une machine dans un réseau donné. Naturellement, je peux trouver deux adresses de parties machines identiques, mais qui sont dans des réseaux différents. Ça, c'est faisable. Alors parlons un petit peu de cet adressage en classe. Alors l'adressage en classe a été défini de la manière suivante. Donc vous avez pour l'IPv4 4 octets. On a dit, ben voilà, on va définir une classe en prenant le premier octet de gauche, ce qu'on appelle les poids forts, et on va définir donc une adresse réseau avec cet octet. Ensuite, les 3 octets poids faibles, ce sera pour les adresses machines. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on est en classe A, puisque c'est la première classe? Eh bien tout simplement, le bit poids fort des 32 bits de l'adresse IP est mis à 0. Voilà. Donc c'est ça qui me permet de caractériser une adresse de classe A. Donc si ce bit est à 0, je sais que je suis en classe A. Donc ça veut dire que l'octet du haut a une valeur qui sera comprise entre 0 et 127. Si je suis à 128, ce bit passe à 1, je ne suis plus en classe A. Donc tout simplement ici, je vais avoir un octet entre 0 et 127, puis une adresse quelconque sur 24 bits. On vous donne un exemple d'adresse de classe A, 26.102.0.3. Alors on peut se dire, eh bien, ces réseaux de classe A, il peut y en avoir combien? Eh bien, tout simplement, puisque je vais de 0 à 127, il y en a 128. Donc vous voyez que ce n'est pas énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben voilà, on va définir maintenant une classe B. Alors, pour définir une classe B, on augmente d'un octet la partie réseau, d'accord? Et cette fois, le premier bit est à 1, sinon on sera en classe A, c'est le deuxième bit qui va être à 0. OK? Suivi donc de 14 bits qui vont permettre de définir une adresse réseau. Donc là, on a déjà un certain volant d'adresse beaucoup plus important. L'adresse machine, par contre, cette fois, ne sera plus que sur 16 bits. Donc 16 bits, là, ça permet d'avoir quand même 65 000 adresses à peu près, 64 536 si on veut être plus précis. Voilà, exemple d'adresse de classe B, 128.55.7.1. Ça, c'est une adresse de classe B, puisque je vois que 128 me met le premier bit ici à 1. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on continue la procédure, c'est-à-dire on augmente encore d'un octet la partie réseau. Donc cette fois, je vais avoir 3 octets pour la partie réseau. Le premier bit est à 1, sinon je serai en classe A. Le deuxième bit est à 1, sinon je serai en classe B. C'est le troisième bit qui est à 0. Voilà. Et puis l'adresse machine, cette fois, elle n'est plus que sur 8 bits. Bon. Donc ça veut dire que ça va me permettre d'avoir des petits réseaux qui n'ont pas plus de 256 valeurs de machine. Donc 21 bits pour l'adresse réseau. Vous voyez que cette fois, il y a un grand nombre de réseaux de ce type. C'est la fameuse classe C. Exemple d'adresse de classe C, 196.121.56.1. Voilà une adresse de classe C. Et après? Et bien après, si on augmente encore la partie réseau, c'est tout. C'est fini. Je ne peux plus mettre de machine dedans. Parce que si j'augmente d'un octet, j'ai effectivement une adresse réseau avec 0 machine. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'après, on définit ce qu'on appelle la classe des adresses étendues. Donc les 3 bits ici sont à 1. On n'est pas dans des classes d'adresses, ni A, ni B, ni C. Et on a un format ici défini. On verra que ça nous permet après de définir le multicast, qui est une classe spécifique, qui ne correspond plus à des machines cette fois, mais à des services. Voilà donc pour l'adressage en classe. Alors on peut se poser une petite question, on peut dire, mais attendez, pour l'adressage en classe, vous avez utilisé 3 bits pour définir le type de la classe. Or, en fait, si je veux définir 3 valeurs, eh bien avec 2 bits, j'y arrive de manière beaucoup plus simple, effectivement. Et si on a pris 3 bits, c'est pour une raison précise. C'est tout simplement parce que, ici, en utilisant les bits successifs,
j'arrive à avoir un adressage qui va être linéaire. Si j'avais utilisé ici une configuration à 2 bits, eh bien j'aurais des trous dans les adresses réseau. Je passerai de la classe A à la classe B, après il faudrait revenir à la classe A, puis j'aurai de la classe C entrelacée, je reviendrai à la classe B. Enfin, ce serait innommable pour gérer les adresses. Donc ce mécanisme me permet, va évidemment gaspiller un bit, mais en fait me permet d'avoir un adressage linéaire, c'est-à-dire que je monte mes adresses linéairement et ça marche très bien. Voilà, donc ce principe a été conservé pour l'adressage en classe. Donc en résumé, les adresses de classe A, donc de 0.0.0.0 jusqu'à 127.255 trois fois. La classe B va de 128.0.0 à 191.255 trois fois. La classe C va de 192.0.0.0 à 223.255 trois fois. Puis après, en fait, la classe des adresses suivante, qui n'est pas allouée des machines, a été découpée en 2 sous-classes. La classe D, qui va de 224.0.0 à 239.255 trois fois, et la classe E, qui va de 240.0.0 à 255 4 fois. Voilà. Alors, au niveau de l'adressage IP, il y a un ensemble de classes qui est intéressant parce que ces adresses correspondent à ce qu'on appelle adressage privé. Ces classes ont été définies par des organisations internationales, ici l'IANA, qui a défini donc que le réseau de classe A de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255 trois fois constituait une classe privée. Ensuite, de 172.16.0.0 à 172.31.255 deux fois, ça nous donne 16 réseaux de classe B qui sont une autre plage d'adresses privées. Et enfin, dernière plage d'adresses privées, 192.168.00 à 192.168.255 trois fois. Ça, ces 256 réseaux de classe C sont également des adresses privées. Donc, si vous avez une adresse qui est dans cet intervalle d'adresses, eh bien, ce sont tout simplement des adresses privées. Elles sont sur un réseau qui n'est pas visible de l'Internet, c'est-à-dire que ces adresses ne sont pas accessibles par l'Internet. Elles sont derrière une machine, elles sont dans un réseau local où on peut mettre ce qu'on veut comme adresse. Voilà. Donc, c'est des adresses privées. Par exemple, le réseau de l'IUT utilise des adresses privées, mais ces adresses ne sont pas visibles à l'extérieur. C'est-à-dire si j'ai une machine, par exemple 10.50.25.12, eh bien si je suis à l'extérieur de l'IUT et que j'essaye de pinguer cette machine, j'y arriverai pas, tout simplement. Voilà, donc aucune de ces adresses ne peut être allouée à une station connectée en permanence à l'Internet. Si on revient à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure en exemple, l'adresse de la LAN, vous pourrez constater qu'elle n'est pas dans ces classes d'adresses privées. C'est une adresse qui est accessible de l'Internet. Alors quelques adresses particulières, 0.0.0.0, ça c'est un hôte inconnu pour ce réseau, ça, en fait c'est le joker, ça sert souvent d'adresse par défaut. L'hôte 1 sur ce réseau, bon 0.0.0.1, 255 4 fois, ça c'est l'adresse de diffusion générale, c'est tous les hôtes de toutes les machines du monde entier. Voilà. Ensuite 135, 138, 195, 52.1, ça c'est l'hôte 52.1 du réseau 138.195.0.0, une adresse de classe B. Ensuite 138.195.0.0, ça c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le réseau de classe B. D'accord? 138.195, ça c'est la partie réseau et 0.0 c'est la partie machine. Quand la partie machine est mise à 0, ça correspond à l'adresse du réseau et non pas à l'adresse d'une machine. 193.104.1.255, ça c'est une adresse de diffusion sur le réseau 193.104.1. Vous voyez que la partie machine est mise, enfin tous les bits de la partie machine sont mis à 1, c'est l'adresse de diffusion. Et enfin 127.0.0.1, ça c'est une adresse qu'on retrouvera souvent, c'est ce qu'on appelle la boucle locale, c'est-à-dire c'est l'adresse de moi-même. C'est la réflexivité, si vous voulez, du ping. Si je fais ping 127.0.0.1, ça marche, ça veut dire que TCP/IP est installé sur ma machine, heureusement. Voilà. Donc ça vérifie aucune adresse, ça vérifie simplement que TCP/IP fonctionne. Ensuite,
Donc les deux choses importantes à retenir ici, vous voyez que pour un réseau, si je considère la partie réseau, eh bien la partie machine, si elle est mise à 0, ça correspond à l'adresse du réseau, et si la partie machine est mise à 1, tous ces bits à 1, ça veut dire que c'est une adresse de diffusion. Donc vous voyez que dans les valeurs de l'adresse machine, il y a deux valeurs qui sont particulières. Tous les bits à 0, ce qui correspond au réseau, ou tous les bits à 1, ce qui correspond à de la diffusion sur ce réseau. Donc ces deux adresses-là, elles sont particulières et elles ne devront pas être allouées à des machines. On devra les enlever. Donc en fait, quand je veux définir le nombre d'adresses sur un réseau donné, eh bien, je prends la partie réseau, ici, je calcule le nombre de bits qui me reste pour la partie machine et j'enlève 2, puisque l'adresse tout à 0 ou adresse tout à 1, qui sont des valeurs particulières. Voilà. Alors quelques mots sur l'adressage CIDR. Alors cette fois, on parle d'adressage sans classe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous avez vu qu'entre deux classes, on se déplace d'un octet, 8 bits. Bon, ça, c'est beaucoup trop gros, c'est pas très précis, hein, et ça ne permet pas d'avoir une répartition très fine. Donc l'idée, c'est de passer du grain octet au grain bit. Alors la classe, elle définissait automatiquement le nombre de bits de la partie réseau, hein, en volume fois 8 bits, et en CIDR, par contre, je n'aurai plus cette information, c'est-à-dire si je suis en classe B, par exemple, je sais qu'il y a 2 octets qui définissent la partie réseau. Si je suis en CIDR, comme je suis au grain bit, je ne sais pas quelle est la taille de la partie réseau. Donc quelque part, il faut fournir une information qui va me permettre de savoir où est la partie réseau, où est la partie machine. Donc il me faut une information sur le nombre de bits de la partie réseau. Et c'est ça qu'on donne. Donc on fournit le nombre de bits de la partie réseau en la précédant d'un slash. Exemple, si j'écris slash 22, eh bien ça veut dire tout simplement que j'aurai 22 bits pour la partie réseau. Okay. Donc ça représente en fait 4 adresses des anciennes classes C qui sont consécutives. Et ça me permet de définir ce qu'on appelle un supernet, un super réseau, puisque j'ai 4 adresses de classe C, ça me permet de définir beaucoup plus d'adresses. Voilà, donc vous avez un exemple ici avec slash 27. Vous voyez que si j'ai slash 27, ici, ça veut dire que j'ai 27 bits pour la partie réseau, donc 27 bits qui sont mis à 1 dans le masque, on verra le masquage plus tard. Donc la limite entre partie réseau, ici, et partie machine, hein, elle est après le 27e bit. Alors vous avez ici l'équivalence entre slash 27 et la formulation sur 4 octets. Vous voyez qu'en fait, slash 27, ça correspond à 255.255.255.224. C'est 3 bits à 1, ça fait 224. Voilà, donc ça, c'est le masque, qu'on verra après, donc, exprimé en octets, et ça, c'est le masque exprimé sous forme CIDR. Vous voyez que lorsque je l'exprime sous forme CIDR, c'est beaucoup plus simple. Alors, quelques exemples. 10.00 jusqu'à 10.255.255, ça me donne 10/8, hein, puisque vous voyez que les octets qui varient ici sont tous ceux-là, les 3 derniers, d'accord? Donc j'ai qu'un octet ici, le premier, pour la partie réseau. Ici, j'ai 172.16.00 à 172.31.255.255. Eh bien ici, c'est un slash 12. Alors comment on peut le voir? C'est simple. Et il suffit d'écrire les adresses ici en binaire. Alors pour le premier octet, c'est le même, donc il n'y a pas besoin. Pour le deuxième, ici, j'ai 16. Ici, j'ai 31. Donc on écrit ces deux nombres en binaire. On se déplace en venant de la gauche, et tant que les bits sont les mêmes, c'est qu'on appartient au même réseau. À partir du moment où vous trouvez deux bits différents, stop, on s'arrête. Donc la frontière est juste avant, et ici, on pourra écrire que c'est 172.16/12. Ça s'arrête au 12e bit. Le 13e bit est différent. Voilà. Donc ça, c'est un moyen très simple. Hein, il suffit de se diriger toujours de la gauche vers la droite, puisque je le rappelle, l'adressage est linéaire. Même exercice avec ça, 192.168.00 à 192.168.255. Là, c'est facile. On voit que c'est tout simplement les deux derniers octets qui sont différents. Donc là, c'est un slash 16.
Très simple. Hein, c'est plus difficile ici. Pourquoi? Parce que là, c'est au milieu d'un octet. Quand c'est sur des octets entiers, c'est facile à vérifier. Quelques exemples d'agrégation d'adresses. Vous voyez que des adresses multirégionales sont définies ici. Donc ça, c'est l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure, 193, etc. Hein, c'est une des adresses multirégionales. Vous voyez qu'en Europe, des adresses réservées de 194 à 195, etc. Amérique du Nord, 198, 199, 255, Amérique centrale, zone Pacifique, ainsi de suite. Voilà, il y a des blocs réservés pour des adresses géographiques. Alors, l'agrégation de route, maintenant, l'agrégation de route utilise l'adressage CIDR, ça permet de relier des routes entre elles, de les coaguler, si vous préférez. C'est spécifié sous le nom supernetting. Donc là, on utilise une seule adresse IP avec un préfixe, slash, etc., qui va donner, tout simplement, la possibilité de représenter plusieurs sous-réseaux. On reverra d'ailleurs cette notion de préfixe dans IPv6. C'est très important. Le préfixe, c'est ce qui est à gauche, c'est la partie réseau, la plus importante. Le numéro du préfixe va indiquer au routeur les bits qui sont partagés. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de diminuer la charge de travail des routeurs qui sont en amont. Enfin, dernier point, le multicast. Donc on l'a vu tout à l'heure, le multicast, c'est des adresses qui ne sont pas allouées à des stations, donc les adresses couramment utilisées sur un réseau local. Vous avez 224.0.0.1, ça c'est toutes les machines sur le sous-réseau. 224.0.0.2, ça c'est tous les routeurs sur ce sous-réseau. Vous voyez que c'est des adresses particulières qui ne correspondent pas à des machines, mais à des services. Alors, dans les adresses de groupe multicast, vous avez cette formulation. Vous avez les 4 bits poids forts avec 1, 1, 1 et 0 pour le dernier bit. Vous n'avez pas de structure particulière des 28 bits. L'étendue donc va de 224.0.0 à 239.255 3 fois, ça on l'a déjà vu. Un groupe d'autres qui partagent un même protocole et qui utilisent une adresse multicast commune peuvent être répartis n'importe où sur le réseau. Alors l'appartenance ici, elle est dynamique parce que les autres qui veulent désirer rejoindre ou quitter un groupe peuvent le faire comme ils le veulent. Il n'y a pas de restriction sur le nombre d'autres dans un groupe et un autre n'a pas besoin d'appartenir à un groupe pour lui envoyer un message. Donc tout ça, c'est résumé ici sur la slide. Vous voyez qu'ici, on récupère en fait les 23 bits de poids faible du groupe ID de l'adresse, tout simplement, de l'adresse MAC, bien sûr. Voilà. Et puis ici, la formulation du préfixe, hein, 1, 1, 0, comme on l'a vu avant, 3, 1, 0. Voilà. Donc ça, c'est une adresse multicast, qui permet de définir ce qu'on appelle des groupes, tout simplement. Voilà, eh bien, c'est terminé.